mais que malheureusement, quand c'est de l'individuel, c'est pas équipé de filtrage. Bon, ça c'est la première question, est-ce que c'est vrai? Deuxième question qui se rapporte, alors là, au fatal du nucléaire. Donc effectivement, on oublie les côtés anecdotiques des crocodiles et des roses, mais il y a quand même un exemple intéressant qui est Gravelines. Gravelines avec le port méthanier, où finalement, comme il y a 6 tranches, la 6 tranches nucléaires de 900, le pari a été fait qu'il y aurait toujours au moins il y aurait une certaine quantité de mégawattheures de chaleur qui serait disponible. Et que donc c'est ce qui sert à gazéifier le métal liquide. Donc ça c'est quand même, je pense, un exemple intéressant. Alors c'est la ferme aux crocodiles, elle est où déjà? C'est à Tricastin. Donc dans les années... Ah ouais, mais non, parce que le réseau, alors c'est pas une centrale nucléaire en tant que telle, mais c'est un process... exactement. Et c'était Eurodif qui alimentait quand même la ferme aux crocodiles, historiquement, et avec un réseau de chaleur qu'on a essayé de tirer sur la ville. Mais c'est pas nous qui l'exploitons, donc je ne ferai aucun commentaire sur la performance de ce réseau. C'est un réseau géré par une société qui s'appelle Coriance et qui est adossé à un fonds de pension et qui change tous les 4-5 ans de fonds de pension. Et après, pour revenir sur la filtration, moi je vais revenir sur mon idée, sur ce que je vous ai dit précédemment. C'est ce qui fait toujours peur sur les systèmes individuels. Effectivement, il n'y a pas de filtration derrière un poêle à granulés classique que vous mettez chez vous, ça c'est sûr. Derrière un poêle à bois, non plus. Par contre, les deux sont censés avoir un rendement de combustion très élevé, contrairement à un foyer ouvert. J'ai dit sont censés, je prends beaucoup de précautions. Et quand on fait du granulé à très grande échelle, il y a le réseau de Mende, qui est alimenté par 2 chaudières de 3 MW au granulé, ce qui est assez exceptionnel. Réseau créé dans les années 80, de souvenirs. Au moment où il y a eu le premier boom du granulé, il y avait plein de gens qui ont fait du granulé, ils se sont tous cassés la gueule. Et puis il y a Mende qui a fait son réseau, et du coup le fabricant qui était juste à côté, il a survécu grâce à Mende, c'était du circuit court. Et dans ce cas-là, il y a des systèmes de filtration classiques type multicyclone en général. Mais l'individuel, le risque, c'est comment vous vérifiez que ça marche. C'est toujours ça le problème. Il y avait une question là. Oui, en fait, j'ai pas de micro, mais je vais parler plus fort. Premièrement, pour les granulés, il me semblait qu'il y avait de l'huile de palme qui intervenait. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne sais pas. La question que j'avais à vous poser, c'est pour le bilan carbone. Lorsque vous avez des usines d'incinération, nous avons en Autriche des usines d'incinération qui assurent la chaleur sur un certain nombre d'appartements. Et ils ont rencontré un gros problème lors du tri des déchets domestiques, en particulier la disparition du carton dans ce qui est brûlé, qui les oblige à utiliser du gasoil pour faire fonctionner l'usine. Oui, alors, c'est sûr que le déchet français, on va dire, évolue dans le temps. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, on voit que lorsque les collectivités... Alors, c'est pas notre métier d'expertise premier, vous l'avez compris. Nous, en fait, on vient récupérer la chaleur au sein des usines de traitement et de valorisation des ordures ménagères, qui sont généralement exploitées soit par les collectivités elles-mêmes, c'est le cas à Gerland, soit par des exploitants type Veolia, Paprec, Suez. Voilà. Donc nous on n'est pas dans ce métier-là. On les connaît bien parce qu'en général, les gens qui exploitent ces installations, leur première visée, c'est la disponibilité de l'équipement. Il faut brûler le déchet le plus vite possible, ce qui est normal, parce qu'on leur demande d'éliminer le déchet. Et nous, quand on va voir ces usines, on les voit comme des puits énergétiques potentiels, donc on a un regard très très complémentaire quand on travaille ensemble sur ces installations. Pour preuve, l'usine de Gerland, qui est toujours la même usine, avec toujours le même nombre de fours, avec toujours le même tonnage d'ordures ménagères. Quand j'étais patron de Lyon dans les années 2000, juste du centre de Lyon, le réseau faisait 250 gigawattheures, le réseau de Lyon, et on en faisait 125 avec l'usine d'incinération. 52, 53%, un truc dans le genre. Là, je ne veux pas vous dire de bêtises, le réseau maintenant il fait 500, 600 gigawattheures, on est à plus de 250 gigawattheures avec la même usine. Alors il y a deux effets, il y a l'effet de taille, c'est-à-dire que notre monotone elle a grimpé, mais il y a eu aussi un gros travail mutuel d'optimisation de leur circuit, de leur système énergétique de récupération. Avec notamment, là on a fait
un système très très intelligent pour aller mieux capter cette chaleur. Donc en France aujourd'hui, on n'est pas obligé de mettre, enfin de toutes les usines que je connais, autant elles utilisent un peu de fioul ou de gaz au démarrage parce qu'il faut réallumer le four, mais comme n'importe quelle très grosse chaudière industrielle, hein, autant ils ne complètent pas aujourd'hui avec des énergies fossiles. Ils ont encore dans le déchet qu'ils récupèrent et qui est non triable, non valorisable, suffisamment de PCI pour porter leur usine. Après, comment tout ça va évoluer dans le temps, c'est une vraie question. Sachant qu'inversement, on se dit aussi qu'on ne veut plus enfouir. Donc de toute façon, c'est très difficile. Enfin, moi, si j'étais une collectivité, j'aurais beaucoup de mal à faire des choix stratégiques de très long terme, parce que quand vous réinvestissez dans un fonds, vous partez pour 25 ans, 30 ans minimum, avec comment la politique de tri va influer, comment la politique de non-infusement va influer, comment les CSR, qui sont un autre type de déchet, qui sont en fait le déchet issu de ce que vous n'avez pas réussi à trier correctement, pour le dire simplement, va venir impacter tout ça. Je pense que ça doit être très difficile pour une collectivité, en tout cas vu de ma lumière, qui n'est pas une lumière d'expert, de faire ses choix. Je me permets juste de donner un petit complément sur cette question. Je suis élu métropolitain du Grand Lyon. La stratégie déchets de la métropole conduit à diviser par 2 les déchets qui seront envoyés aux incinérateurs. Ça, c'est l'objectif de la vice-présidente de la métropole. C'est un autre sujet, on pourra en discuter, est-ce que c'est réaliste ou pas, mais en tout cas, c'est son objectif. Et donc, comme son collègue qui gère les réseaux de chaleur a besoin de chaleur, la stratégie officielle, c'est qu'on va les remplacer par autant de déchets industriels banaux, venant de l'extérieur de la métropole, pour l'essentiel. Ça, c'est la stratégie actuelle de la métropole de Lyon. Et peut-être produire un peu moins d'AIEC. Juste une suggestion, moi. Le mot chaleur fatale me choque un peu. On devrait utiliser le mot chaleur perdue. Et donc, oui, ou récupérable. Ou récupérable. Et moi, je vais vous adresser une petite boutade. Vous qui parlez bien anglais, vous opérez les hôpitaux. La vraie chaleur fatale, c'est la surtempérature des malades qu'il faudrait exploiter. Alors, oui. Oui. Alors, pour tout vous dire, il y a un client, je ne le citerai pas pour éviter, qui est venu très discrètement un jour, à la fin d'une réunion, me dit, Monsieur Agues, faut que je vous vois, faut qu'on parle, on a une idée, mais bon... vous savez, quand on a des usines pour les gens qui décèdent, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? J'ai dit, écoutez, ça serait une première, on peut regarder, parce qu'à la limite, je pense que la partie humaine, au sens spirituel de la chose, n'en souffrerait guère, c'est ce que je lui ai dit. Par contre, je suis pas sûr qu'on en fera une grande histoire. Vous qui êtes soucieux du CAPEX, là, c'est quand même intéressant, parce que c'est un moyen pérenne. Tout à fait. Qui veut augmenter. Oui, ça se discute. Je reviens sur le sujet du stockage de la chaleur qui a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous y croyez, vous, qu'on puisse stocker de la chaleur comme ça dans le sous-sol ? C'est vrai que c'est le principe de la géothermie, mais... Ça existe déjà par la géothermie, même que vous pouvez faire à l'échelle de votre maison, hein, donc qui est une forme de stockage superficiel. On est pour tout vous dire, on est très très intéressé sur faire des Voltaire, tant d'exploiter ce système que de le suivre, de le monitorer, de voir comment, effectivement, au-delà de la théorie et du discours commercial des uns et des autres, on va effectivement récupérer. Pour nous, c'est une expérience absolument géniale. On est très 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 content d'y être. Et on va instrumenter ça dans tous les sens parce que c'est un vrai sujet. Mais je pense que M. Alguez va penser à connecter Issoire avec Vulcania. Ça fait un peu loin. Avec le et il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé puisqu'il est très peu régional. Vous me faites penser avec Vulcania, c'est tout ce qui est géothermie profonde, parce qu'il y a quand même la France, notamment tout le sillon parisien, il y a énormément de géothermie et haute température, donc il faut aller chercher par contre dans le degueur très profond, et ça marche très très bien. Ça s'est très très développé à la sortie de la deuxième crise pétrolière, pour éviter de consommer de l'énergie fossile d'importation. C'est marrant qu'on entend des similitudes avec le gaz aujourd'hui, hein.
Et ça marche toujours. Et on les fait progresser en les dopant avec des pompes à chaleur, notamment, haute température, avec plus ou moins de succès. Donc il y a... Et alors on a creusé partout autour de Clermont, mais on n'a jamais trouvé de dogger. Oui, si je voudrais donner une information. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus que 2 ou 3 questions? Oui, je voudrais donner une information à propos du stockage saisonnier de chaleur. C'est quelque chose qu'on avait examiné il y a quelques années dans la commission énergie-environnement de la Société française de physique. Et on a une étude de Jean-Marie Loiseau. J'ai retrouvé ici dans mon disque dur un résumé que je peux mettre à la disposition de tout le monde ici, que ça intéressera, qui montre effectivement que c'est tout à fait possible et que ça marche. Il avait fait une étude extrêmement fouillée de ce problème du stockage saisonnier. C'est Jean-Marie Loiseau que tu dois connaître. Oui, il est à l'IDOP3. Il est directeur du laboratoire de Grenoble. Donc c'est lui qui, jeune retraité, s'était lancé là-dedans. Mais ce qu'on sait très très bien faire aujourd'hui, c'est du stockage journalier. Et à Lyon, par exemple, à Brest, il y en a un qui est magnifique. En plus, c'est un très bel objet d'art. Si vous faites stockage chaleur Brest, vous allez voir, c'est un superbe objet. Donc du stockage interjournalier. L'idée étant pour nous de ne pas arrêter, par exemple, une chaufferie biomasse, parce que quand vous attendez vous avez vu la journée, ça part à 5h du matin, quand tous les réunis s'arrêtent, ça monte très fort, les gens prennent leur douche à 6h, boum, on se reprend un autre truc, et puis tout le monde le prend à 6h, hein, quelle que soit la région de France. Et puis à 9-10h, ça commence un peu à s'aplatir. Et donc le premier stockage d'ailleurs que vous utilisez, c'est le réseau lui-même. Et historiquement, ce que faisaient les anciens conducteurs de réseaux de chauffage urbain, c'est que vers 3-4 heures du mat, ils démarraient une chaudière, ils faisaient prendre 10 degrés à leur réseau, vous avez un tel volume d'eau dans le réseau de chauffage urbain que vous utilisez ça comme premier équipement de stockage. Alors le problème, c'est, si on se rappelle tout à l'heure, je vous ai dit qu'un des paramètres de perte énergétique, c'était la température du réseau. Et quand vous surchauffez votre réseau, vous surchauffez l'aller et le retour. Donc vous avez aussi des pertes qui augmentent. Donc comment on pallie à ça? C'est que maintenant, on crée des stockages qui sont des énormes ballons d'eau chaude. Hein. Et avec 2 échangeurs en bas, un en haut en bas, et hop, on gère avec ça. Et ça marche très 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 bien pour du journalier. Et là, à grande échelle sur la partie intersaisonnier, qui sera un truc vraiment super, pour l'instant, on a peu d'exemples en dehors de ces quelques projets en exploitation, j'entends. Hein, en exploitation. Donc c'est pour ça que Dalkia est associé sponsor. Regardez sur le contrat que vous avez signé pour la CEMOP, là. Société d'économie mixte à opération unique, pour ceux qui ne sauraient pas. Et j'ai vu que vous étiez sponsor, et c'est comme ça que vous pouvez dire après, on s'intéresse beaucoup, et à ce titre-là, pour en faire d'autres après, vous financez en partie le projet. Beaucoup de capitaux. Monsieur? Sur le stockage saisonnier de chaleur, à l'Académie des technologies, on a fait des rapports là-dessus. S'il y en a qui sont intéressés, je les ai sur mon ordinateur, je peux le passer sur une clé USB. Sur le projet du Ferney-Voltaire, le fait que le CERN, le LHC, soit fermé en général en janvier, décembre, janvier, février, parce que ça leur coûte trop cher en électricité, donc ils ferment l'accélérateur. Ça me paraît un peu contradictoire avec votre... Vous soulevez un point. Alors, l'accélérateur, il continue de le refroidir à peu près tout le temps, sauf pendant les long-term shutdowns, mais qui eux, s'étalent sur 1 an et demi. Oui, d'accord. Et c'est une vraie gageure de ce projet. Parce qu'en fait, c'est un des seuls soucis de ce projet. Parce que si je résume, quand l'accélérateur tourne, on est à plus de 80% d'énergie renouvelable. 85, je crois, quelque chose de vraiment très très élevé. Et quand l'accélérateur s'arrête, il reste toujours un petit flux de refroidissement, mais qui est assez faible, et du coup on tombe quasiment, on va dire, pour faire simple, à 0. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, vous achetez du gaz. Et pourtant, vous devez assurer, et Pierre-Alain Millet, qui est souvent confronté à ce type de questions, vous devez assurer une stabilité à peu près de tarif à vos abonnés. Donc comment vous faites ça? Donc vous êtes obligé d'essayer de provisionner un tarif hypothétique de gaz que vous allez subir pendant le prochain long-term shutdown, et si vous êtes raté, de le reprovisionner après. Enfin, vous voyez, ça pose
ça pose pas un problème technique, parce qu'à la limite, on démarre des chaudières à gaz et tout, mais ça pose un vrai problème économique et tarifaire. Et donc, pour répondre à Gérard, donc tu as compris que le CERN, quand il s'arrête en hiver pendant 3 mois, ça n'empêche pas de garder l'hélium liquide. Oui, d'accord. On ne va pas réchauffer la machine. Oui, je sais. Et donc, ça continue à fournir de l'énergie pendant ce temps-là, sauf les journées où ils payent le courant électrique 10 fois plus cher. Il n'y en a plus. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous pourriez éventuellement, lorsque vous aurez des réponses sur le stockage à moyen terme de l'énergie, nous faire une petite communication? C'est un travail au long cours, à mon avis. Pardon. Pour la partie Ferney-Voltaire, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais la mise en service, je crois que c'est 2024 ou 2025. Oui, parce que le temps de démarrer tout ça, ça prend... Il faut faire tout long. Et il y a les problèmes de propriété de terrain. Le sport numéro 1, localement, c'est le recours construit. Donc, le recours sur permis de construire. Et bon, après, moi, j'en constate, hein, on va pas se... Ce qui est dommage, c'est que chaque année qu'on perd, aujourd'hui, pour l'instant compensé par l'État et à un prix que certains qualifieraient de déraisonnable, chaque année qu'on perd, c'est une année de gaz de plus, quoi. C'est ça qui ferait un peu mal au cœur aujourd'hui. Je m'autorise une très courte, personnelle pour M. Aguet. Oui, mais moi, je veux bien aussi en avoir un. Vous avez dit 17 TWh d'énergie industrielle récupérable à plus de 60 degrés en France. Alors, combien dans la métropole de Lyon? On en parlera tous les deux. La question qui tue. Non, mais il y a des projets. La métropole de Lyon, comme tous les autres, elle est confrontée... J'aurais pu vous parler d'un projet qui n'a pas abouti. La vallée de la chimie. Magnifique projet qui n'a absolument pas abouti. Lyon a une particularité. À l'échelle d'histoire, la vallée de la chimie est beaucoup plus proche du pareil-centre thermique du réseau de chaleur de Lyon que Constellium ne l'est Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la vallée de la chimie, il y a Total, Domo Chemical et Solvay, vous prenez et Total, vous imaginez Total, il y a de la haute température. Quand on voit une raffinerie, on voit de la haute température de partout. Enfin, nous, notre métier, depuis 96 que je suis dans le groupe, à chaque fois que je me déplace, je vois les cheminées et je vois de la haute température. Donc il y a eu un projet très très ambitieux lancé par la métropole de Lyon et il faut lui reconnaître ce courage de dire on va mettre un grand feeder qui va traverser la vallée de la chimie, qui va prendre de la chaleur issue de Domo Chemical, issue de Suez, issue de Total, issue de machin, et ils ont le réceptacle parfait, ils ont le réseau de chaleur de Lyon en face qui fera 1 TWh et dont la seule limite de développement aujourd'hui, c'est sa capacité à avoir des ENR. Ce qui fera que ce réseau fera plus que 1 TWh, c'est si on arrive à trouver l'énergie renouvelable. C'est pas le besoin il est énorme. Et en fait, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu le problème que je vous disais tout à l'heure de fonctionnement estival-hivernal. Donc déjà, il y a une UTVE, il y a une usine de traitement de valorisation des ordures ménagères qui, elle, a de la chaleur à gogo en été. Donc de toute façon, même avec un très 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 gros réseau, on va juste réussir à essorer l'usine, mais on fera jamais plus, on n'aura jamais un bandeau intéressant pour un tel projet que celui de la vallée de la chimie. Donc ça veut dire que leur truc, il fallait le calculer sur 4000 ou 5000 heures, qui est en gros, on va dire, la période de chauffage. Et bien là, l'équation, vous avez beau la prendre dans tous les sens, elle ne tourne pas. Donc ça, c'est un point frustrant. Et quand vous regardez les points de blocage ou les freins, c'est vraiment cela. On est pile poil dedans, fonctionnement hivernal et capex très très important à mettre sur la table, investissement lourd à mettre sur la table. Et là, il s'en était rajouté un. On a essayé de discuter avec 3 industriels. Alors, mettre un industriel et une collectivité d'accord, c'est faisable. Mettre 3 industriels d'accord entre eux, c'est coton. Je pense que là, ils ont sous-estimé cette difficulté, mais parce que les gens ont fait un tel effort, ont dépensé tellement de temps, les industriels aussi, la collectivité, à essayer ils ont vraiment tous fait les efforts nécessaires, et en fait, à la fin, ce qui a bloqué, c'est l'équation économique. Et il y a un autre projet qui n'a pas abouti, c'est une usine de carbone sur Safran.
Où là c'est pareil, c'était l'équation économique qui tournait pas. Parce que quand vous avez une UTVE qui est sur place, et en général à chaque fois que vous avez un grand réseau de chaleur, vous avez une usine de traitement de valorisation des ordures ménagères. Déjà vous n'avez pas de quoi amortir sur 8700 heures moins 5000 heures, donc vous perdez 4000 heures d'amortissement. Et vu que c'est des projets qui pèsent lourd en invest. Juste une remarque. Le problème de Constellium à Issoire, c'est que c'est le prix du gaz qu'on va avoir en Europe dans les 10 années qui viennent, qui vont faire orienter les investissements. Et quand vous prenez 3 industriels, ils sont tous les 3 dans des problématiques du prix de l'énergie, de localisation. Vous avez parlé de Safran, il y a un projet qui était presque abouti d'usine, et ils vont la faire au Canada. Ouais, c'est ça, et Constellium, j'espère qu'ils seront encore à capacité suffisante pour chauffer Issoire dans 10 ans. Je sais pas. On sort. Déjà, c'est pour ça qu'on a fait une chaufferie biomasse à côté, même si on se le dit entre nous. Nous, on veut vraiment qu'Issoire ça tourne le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment quelque chose de très très efficace, de très vertueux. L'usine a des clients qui suivent fort, parce que c'est aéronautique, tout ce qui est haute technologie, et donc l'usine n'a pas de problème de déboucher côté client, ce qui est quand même la base de la base. Par contre, c'est vrai que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est votre métier, donc vous le savez, mais quand j'ai un papa qui a 83 ans, je lui ai demandé de me raconter la crise de 74 et de 79. Et puis je me suis documenté là-dessus, parce que quand vous dirigez un business dans l'énergie en ce moment, vous essayez de vous dire, mais c'est quoi qui m'arrive la semaine d'après, demain matin même, parce que c'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est juste unique. C'est unique. Même au moment de la crise, juste avant la crise des subprimes, le système était stabilisé. Là, le système est complètement déstabilisé. Et du coup, c'est certain qu'il est très très important que la France réussisse à convaincre l'ensemble des partenaires industriels de sa capacité à avoir cette vision long terme, un schéma énergétique de très très long terme, pour que les usines restent chez nous. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Et là, je pense que je prêche des convaincus. Allez, je vais vous laisser sur ces paroles, parce que je suis attendu par ailleurs. Merci beaucoup pour votre écoute.